Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, aujourd'hui comme une semaine sur deux, un dimanche sur deux avec Joseph Enrotin. Bonjour Joseph. Bonjour. Pour ce nouvel épisode donc de Zone d'opération, ce format court, régulier, consacré essentiellement à, l'actualité du front en Ukraine, une actualité qui ne manque pas, qui est chargée ces derniers jours. Je précise tout de suite qu'on enregistre ça vendredi 25 avril l'après-midi, parce que les choses vont assez vite en ce moment, donc c'est malgré tout susceptible de changer. Et aujourd'hui, Joseph, alors on va parler, on parle beaucoup de plan de paix, de négociations en ce moment avec le plan de paix de Donald Trump, etc. Mais quand même, j'aime toujours commencer, si c'est possible, par un petit état des choses, un petit état du front, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Alors c'est toujours essentiellement vers le nord, dans les oblats de Koursk, de Belgorod, que l'essentiel des opérations se déroule. Voilà, disons ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a vu et puis qu'est-ce que ça nous indique peut-être aussi sur les savoir-faire de part et d'autre. Alors effectivement, ces 15 derniers jours, ce qu'on a observé, c'est d'abord la poursuite des actions aériennes de part et d'autre, avec un certain nombre de frappes. Alors la Russie continue de frapper les villes ukrainiennes essentiellement. Chez les Ukrainiens, il y a toujours des frappes de drones qui vont cibler pour le coup des cibles industrielles militaires russes. Donc les Ukrainiens ne ciblent plus tant finalement les installations pétrolières, pétrochimiques, etc. Vont plutôt se concentrer sur les installations de production, avec accessoirement aussi des actions qui vont viser un certain nombre de responsables. Là, aujourd'hui d'ailleurs, il y a un responsable qui a été éliminé. En fait, c'est un spécialiste de la guerre électronique. Alors, on sait bien que la guerre électronique, c'est quelque chose de particulièrement structurant aujourd'hui en Ukraine, donc c'est quand même assez significatif. On voit bien qu'on a cette logique côté ukrainien de ciblage qui est un petit peu plus fine que simplement aller taper les villes. On a effectivement toujours des actions dans le même temps qui vont se jouer sur le terrain. On voit bien que les Russes continuent à pousser avec des gains qui sont finalement assez marginaux du côté de Toretsk, sur le front de Kurakov. On a pu observer à quelques reprises, vous savez, il y a 2 semaines, on parlait de la possibilité que les Russes mènent des actions un petit peu plus structurées, avec des manœuvres un peu plus complexes, avec peut-être un peu plus de véhicules, un peu plus de force, réalisent une concentration de force un petit peu plus importante. On a eu le 17 avril, en l'occurrence, une tentative, cette fois-ci sur le front de Zaporijjia, donc beaucoup plus à l'ouest, pour le coup, par rapport au gros, finalement, des actions, qui s'est soldé en fait par un échec pour les Russes. Et comme à Koursk, comme un peu partout, un peu partout ailleurs, finalement, la question reste celle finalement de l'articulation entre l'usage de drones FPV, drones d'observation, et puis éventuellement d'artillerie. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on a quand même des images de cet assaut du 17 avril, une quarantaine de véhicules, donc c'est quand même déjà un petit peu plus conséquent. 300, 350 hommes, 350 Russes, 300, 350, qui essayent de passer, de forcer un petit peu le passage, si vous voulez. Et puis, avec effectivement une artillerie qui entre en action, des drones FPV qui rentrent en action, etc. Et finalement, un freinage et une élimination, un anéantissement très rapide de la progression russe. Parce que ça, on peut rappeler, c'est quand même la grande tendance sur le long terme dont on a déjà parlé, mais vraiment en filigrane dans ce format, c'est la démécanisation de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire c'est le fait qu'on est passé d'opérations assez traditionnelles pour des armées modernes, c'est-à-dire avec des véhicules blindés, voire des chars, etc. Bon, ça fait quelques mois, voire maintenant quelques années bientôt, que c'est essentiellement des assauts d'infanterie qui sont particulièrement marquants du côté des Russes parce qu'ils meurent beaucoup dans ces assauts d'infanterie. Et donc là, ce que vous nous indiquez, c'est qu'il y a quand même des timides tentatives de remécaniser un peu les opérations sur le front, quoi. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu ce changement de mode tactique, finalement, où nos propres modes tactiques aussi sont remis en question, parce qu'effectivement, nous aussi, on travaille avec beaucoup de véhicules, etc., etc. Donc, il y a de vrais questionnements. Je renvoie à l'excellent bouquin de Thibaut Fouillet sur la tactique dans la guerre en Ukraine, où voilà,
on avait un petit peu réfléchi autour de cette question-là. C'était un ouvrage collectif, je peux signaler, qui faisait suite à un colloque à la BNF. Thibaut était venu en parler après le colloque, avant la parution du bouquin. C'est un bouquin qui est sorti depuis, qui est super. Et Thibaut Fouillet travaille sur le blocage tactique, c'est-à-dire ce fait que, voilà, parfois dans une guerre, plus personne n'avance, ce qui a des parallèles historiques, la guerre de 14 ans, d'autres, et qui est totalement ce qu'on a vu depuis 2022 en Ukraine, quoi. Ah, tout à fait. La production en masse de drones FPV facile à utiliser, ça c'est vraiment l'élément dans toutes les révolutions militaires. L'appropriation par le combattant est quelque chose de fondamental. Il faut que ce soit rapide, il faut que cette appropriation soit rapide, aisée, etc. Et de facto, côté russe comme côté ukrainien, on voit que non seulement il y a cette production de masse d'engins qui sont finalement très peu coûteux, qui offrent des capacités pas complètement identiques à celles d'un missile anti-char en termes de puissance explosive, de coût d'arrêt, etc., mais avec une profondeur d'utilisation qui est potentiellement plus importante, mais aussi avec des exigences en termes de manœuvres, de guerre électronique, etc., qui sont extrêmement importantes. Et on voit que par ailleurs, c'est un mode d'action qui se diffuse. On en a vu en Birmanie, etc. À quel point ça pouvait être utilisé aussi par un certain nombre d'autres groupes qui a priori n'ont rien à voir avec la guerre d'Ukraine. Donc là, il y a quelque chose qui est effectivement intéressant, cette tentative de remécanisation quelque part. Alors, ils essayent quelque part. Hein, si ça ne fonctionne pas, s'il n'y a pas une percée quelque part, on essaie une percée à un autre endroit. Mais en l'occurrence, on se retrouve avec des Ukrainiens qui bordent finalement la ligne de front et qui ont cet avantage d'être placés en défensive. Hein. Clausewitz l'avait dit en son temps, la défensive est la forme la plus forte, si vous voulez, de guerre, simplement parce qu'en fait, vous encaissez les coups de l'adversaire, vous le fatiguez, il perd, il crée, il y a une attrition qui se fait, et en théorie, du moins, eh bien, cette attrition de l'adversaire doit vous placer en position de force dans l'hypothèse de contre-attaque. Alors évidemment, on ne voit pas ces contre-attaques ukrainiennes. Par contre, il y a un effet de freinage qui fait que si les Russes continuent effectivement à avancer ça et là, finalement, ces avances, elles ne sont pas phénoménales. On n'a pas de rupture, on n'a pas d'effondrement sur une zone ou sur une autre. Évidemment, après, c'est la question du facteur temps. Combien de temps ça peut durer? Combien de temps est-ce que le système ukrainien peut tenir? Supériorité de la défensive, on peut dire qu'il se vaut pour la guerre terrestre. Clausewitz pensait pas à la guerre navale, ou oui. Pour le coup c'est un peu l'inverse, mais ça permet toujours d'être mentionné, les angles morts de Clausewitz aussi. Bon, la question c'est aussi parce qu'il y a l'horizon, c'est l'hypothèse dont vous parliez d'ailleurs la dernière fois, c'était, est-ce qu'ils vont tenter des grandes offensives à l'été, les Russes évidemment, parce que c'est encore un moment où leur rapport de force est assez favorable. On sait qu'il y a des courbes de très long terme sur la production et qu'on se demande si les Russes s'essoufflent pas un peu en termes de production de missiles mais aussi de véhicules, etc. Donc voilà, la question c'est est-ce que ça prépare des grandes offensives de printemps, d'été? Est-ce qu'ils seraient en train de tenter quelque chose d'un point de vue opératif, voire tactique, en remécanisant? Et si c'est le cas, si c'est ça qu'ils ont tenté, pour l'instant c'est pas une grande réussite. Voilà, c'est toute la question finalement d'un blocage tactique, c'est que les deux belligérants finalement sont engoncés dedans. Il faut trouver le truc, l'astuce qui permettrait et elle ne va pas de soi. Et on le voit d'ailleurs très bien. D'ailleurs, on a un petit peu plus d'informations sur ce qui s'est passé à Koursk. Vous savez, quand il y a eu à l'été, à partir du mois d'août jusqu'en mars-avril, en fait, cette incursion des Ukrainiens dans la zone de Koursk. On s'aperçoit que les Ukrainiens, qui ont pourtant été ceux qui ont développé le plus finalement, en tout cas les premiers, cette guerre des drones FPV, on s'aperçoit qu'en fait, une fois engagés à Koursk, à l'offensive pour le coup, eux-mêmes ont subi cette espèce de loi clausewitzienne, et de facto, les chiffres qu'on a en matière de perte de véhicules complètement paires de véhicules prouvés et démontrés, hein, donc on n'a pas l'entièreté de la situation, elles sont assez supérieures. Donc en fait les Ukrainiens ont perdu plus de 900 véhicules, en sachant qu'ils avaient engagé quand même quelques-unes de leurs unités qui étaient les mieux équipées, avec du Bradley, du CV-90, tous ces systèmes. Donc les Bradley, c'est des blindés américains, les CV-90, c'est des Suédois. C'est le matériel occidental qui leur avait été fourni pour faire des unités d'élite qui peuvent éventuellement briser la ligne adverse. Voilà, et qui sont de facto qui répondent à un style manœuvrier. Et effectivement, dans les premiers jours de la guerre, on a bien vu que les Russes pris au dépourvu, etc. Mais on a vu aussi l'importance du facteur temps avec une réarticulation finalement des Russes
qui, toujours d'après des comptages donc en OSINT, eh bien, nous montre qu'il y a à peu près 700 et quelques véhicules qui ont été détruits. Alors, c'est pas toujours super indicatif non plus, simplement parce que, comme vous le disiez, les Russes attaquent avec plus d'hommes, et c'est plus facile de compter des véhicules détruits que les hommes blessés ou tués. Donc il faut voir aussi ce que les Russes ont perdu, les Russes et les Nord-Coréens ont perdu exactement dans l'affaire. Mais en l'occurrence, ce qu'on voit aussi, c'est que aujourd'hui, le drone FPV est tellement, la production s'est tellement massifiée, on peut utiliser aussi le drone FPV non pas comme un obus de mortier téléguidé, mais comme une arme de sniper, si vous voulez. Et on voit assez fréquemment, effectivement, des gens individuellement être éliminés, en fait, être tués ou blessés par des frappes directes de drones FPV. Donc on ne réserve plus le drone FPV au fait de frapper un véhicule ou une cible ayant une valeur, on va dire, financière en tout cas. Renaud Bellet avait fait un très bon article sur la valeur financière, quelque part, la valeur budgétaire du soldat russe. Mais on commence à cibler pour le coup, comme on le ferait finalement avec une mitrailleuse, mais en étant beaucoup plus précis, en ayant une élongation beaucoup plus importante. Voilà, donc on en a un petit peu là, et donc même l'assaut à pied quelque part ne suffit pas. Alors, pour élargir un peu, évidemment, maintenant, ce qui est en train de se dérouler, enfin, ce qui attire tous les regards, c'est les négociations de paix, si on peut appeler ça des négociations. En tout cas, les grandes manœuvres trumpo-poutiniennes. Je peux dire qu'à l'heure où on enregistre ça, Steve Witkoff vient d'arriver à Moscou, donc l'envoyé de Trump pour l'Ukraine vient d'arriver à Moscou et d'être reçu par Vladimir Poutine. Donc, bon, dans tous les cas, ça, on va sans doute pas signer une paix dans les prochaines heures, mais il se passe vraiment quelque chose avec l'administration Trump qui manifeste beaucoup qu'il risque de bouder si jamais Ukrainiens et Russes ne s'accordent pas à tout ça, avec Trump qui, bon, comme c'est son habitude, reprend les éléments de langage poutinien depuis le début en disant que c'est de la faute de l'Ukraine si cette guerre est commencée, etc. Donc voilà, se pose mine de rien la question de à quel horizon et sur quelle ligne pourrait se faire un accord. Et bon, là, il y a une question de rapport de force et une question de matérialisation du rapport de force dans un accord de cessez-le-feu, voire de paix, qui, vous m'avez dit, vous intéressait pour aujourd'hui. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est très intéressant de voir la manière finalement dont Trump appréhende la guerre, commence à expliquer à Zelensky, hein, vous vous souvenez cette scène dans le bureau ovale, vous n'avez pas les cartes en main. Et en fin de compte, quand on observe les déclarations de Trump, etc., quand on en revient toujours à cette histoire de cartes en main, de rapport de force, on s'aperçoit que la vision qu'il en a est en fait une vision à stratégiser, une vision un peu borgne finalement, où le rapport de force s'établit à un moment donné, mais n'est jamais quelque part susceptible de changer. Ce qui est très paradoxal évidemment, parce qu'à la guerre, par définition, on est dans une dialectique. On est dans la dialectique des volontés opposées qui vont ne pas se limiter aux volontés. D'ailleurs, Hervé Couto-Bégari disait que comment dirais-je, disait que la stratégie militaire en tant que telle, en fait, c'est la dialectique des intelligences. Hein. Et en psychologie, hein, pour Jean Piaget, hein, donc le Piaget, donc le qui a particulièrement travaillé sur la notion d'intelligence, hein, bon, la notion de QI, etc. C'est Piaget. Lui, il la définissait comme étant la faculté d'adaptation. Donc c'est pas le savoir, c'est pas la supériorité informationnelle, c'est en l'occurrence la faculté d'adaptation. Et donc la guerre en tant que dialectique des intelligences prolonge quelque part la dialectique des volontés, et donc en tant que dialectique est nécessairement dynamique, et en particulier quand on est dans une situation finalement de guerre de survie quelque part. C'est très intéressant parce que ça, c'est comment dire, c'est le contrepoids à l'argument des 2000 habiles de bien cultivés sur qui font des grandes analogies historiques sur l'immense Russie. Et ce que fait d'ailleurs Trump sur dire on peut pas entre un pays qui fait 14 fois la taille d'un autre, le petit ne peut pas gagner, ce qui renvoie à des leçons historiques un peu rapides qu'on tire sur la Seconde Guerre mondiale, enfin bon d'autres conflits de l'histoire, avec l'idée que quoi qu'il arrive, les grands pays finissent par écraser les petits. Et c'est là qu'on sort d'une vision où on fait de l'histoire militaire à grandes coups de cuillère à peau, où on essaye de regarder un peu un conflit, comment dire, une guerre ne se conclut pas sur l'annihilation totale d'un adversaire, ou en tout cas rarement, elle se conclut quand l'un des deux en a marre.
C'est ça, et ce qui est très intéressant quand on regarde les discussions autour de la conclusion d'un accord de paix, etc., etc. Les Américains sont partis sur une logique finalement qui viserait à dire d'abord on fait un cessez-le-feu, on calme un peu le jeu, et de là finalement on a un tremplin pour négocier quelque chose qui soit plus profond, qui soit une paix durable, etc., etc. Mais là aussi c'est comme si cette histoire, ce rapport de force un peu borgne, cette vision un peu limitative et finalement une fois de plus déstratégisée ou astratégisée du rapport de force, conduisait finalement à considérer que cette paix allait nécessairement être durable et quelque part à nier l'agentivité des deux belligérants. Or, elle est bien là. L'Ukraine a continué à se défendre. Les Russes, en dépit de la trêve de Pâques, entre guillemets, décrétée par Poutine, bah, ont continué à frapper les villes, hein, on l'a vu sur Kharkiv, etc. Et avec un signalement politique qui me paraît être, voilà, c'est pas des petites frappes, c'est des frappes quand même On relativement peut importantes. signaler que la nuit, pas dernière, mais la nuit d'avant, enfin, il y a eu une pluie absolue de missiles sur Kiev, dont je crois avoir lu que c'était peut-être la plus grosse frappe de missiles sur Oui. Kiev depuis le début de la guerre. Donc voilà, la trêve de Pâques, elle est molle, hein, on va le dire comme ça. Voilà, et il y a un signalement politique qui consiste à dire oui, je décrète une trêve parce que ça fait bien politiquement de dire que je décrète une trêve, mais fondamentalement, je continue sur ma planification et je démontre quelque part mon agentivité politique en disant non, non, votre histoire d'accord de paix, quelque part, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresserait si je pouvais récupérer les différents oblasts. Voilà, c'est aussi une façon de négocier dans une espèce de billard à trois bandes, quelque part. J'aime pas trop cette expression-là parce qu'elle a été tellement galvaudée par toute une bande de zozos, mais où en l'occurrence, on se crée un rapport de force, non pas tellement à l'égard de l'Ukraine, parce que la guerre elle est déjà engagée, mais par rapport aux États-Unis, en cherchant justement à chaque fois à revenir sur cette notion de rapport de force. Et bah finalement, le chef, quelque part, celui qui a les cartes en main, effectivement, c'est pas Zelensky, vous avez raison, monsieur Trump, celui qui a les cartes en main, c'est moi, c'est Poutine. Et à telle enseigne que je peux continuer à frapper impunément, finalement, bah, tout en vous disant que oui, oui, je veux la paix. Donc il y a un jeu de dupes qui est là derrière et qui vise in fine pour Poutine, en fait, à chercher à gagner le maximum, si vous voulez, dans la proposition de paix américaine, quoi. À gagner, à faire en sorte qu'un maximum de ces points, si vous voulez, soit mis à l'ordre du jour. Maintenant, Et ça, évidemment, ouais, et ça, cette proposition de paix, donc en 7 points, etc., est-ce que, bon, il y a des choses qui vous paraissent là-dedans vaguement dessiner quelque chose, ou que, ben, dans une certaine mesure, c'est évidemment pour amuser la galerie, parce que c'est comme ça que fait Donald Trump au quotidien, c'est de la communication, mais voilà, dans ce qu'il y a, ce qui est présenté, et mine de rien, il réussit à forcer plus ou moins tout le monde à arriver autour de la table, même si ça va sans doute pas donner grand-chose immédiatement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes et structurantes pour l'avenir? Mmh. C'est difficile à dire parce qu'en fait, cet accord, en fait, il rassemble des choses qui sont intolérables politiquement pour la Russie, intolérables politiquement pour, l'Ukraine et c'est là où on en revient toujours à la question et de la stratégie et de la politique. Ce n'est pas qu'une négociation quelque part et c'est là où on c'est là finalement où on s'aperçoit que les 6 faillites de Trump, c'est pas un hasard, parce qu'il ne suffit pas de savoir négocier. Avant de savoir négocier, il faut avoir un sens de la politique quelque part, et c'est la même chose dans les affaires d'ailleurs. Et en l'occurrence, de facto, à partir du moment où vous avez les Russes qui ne toléreraient pas le fait d'avoir des troupes européennes en situation de gardien de la paix ou en situation dans une espèce de libanisation à grande échelle finalement sur place. À partir du moment où vous avez les Russes qui voudraient bien que l'Ukraine soit définitivement la Crimée pardon soit définitivement reconnue comme russe, et on a vu qu'il y avait des ballons d'essai américains par rapport à ça, des déclarations qui sortaient à gauche à droite. Trump vient de déclarer apparemment à Time Magazine que la Crimée restera russe quoi qu'il arrive, ce qui est pas, Voilà. ce qui est intéressant parce que bah, en même temps il y a un côté assez fataliste à ça, un peu frappé au coin Hmm. du bon sens. C'est choquant à tous les points de vue du droit international, mais fatalement là c'est difficile de voir comment elle sera reconquise à court ou à moyen terme. Alors, en fait, c'est d'abord une question d'ordre politique, parce qu'effectivement, autant c'est difficile d'établir une planification, etc.
autant c'est difficile de passer outre les lignes défensives et puis de foncer en direction de la Crimée, de couper les 2 voies d'accès, tout en coupant le pont, etc. Bon, militairement parlant, il y a moyen de faire des choses, si et seulement si, évidemment, mais ça, les Européens se sont bien gardés, les Américains se sont bien gardés de le faire, si et seulement si l'Ukraine en avait eu les moyens. Et en l'occurrence, du côté ukrainien, et c'est là où il faut quitter la dimension, on va dire, planification opérative, etc., et de stratégie des moyens, pour remonter au plan politique. C'est que pour les Ukrainiens, même si de facto, militairement parlant, ils peuvent pas la reprendre, pour eux, dans leur tête, intimement, la Crimée est ukrainienne. Et donc, le reconnaître politiquement parlant, ça c'est encore autre chose. Il y a effectivement le constat du rapport de force sur la carte. La Crimée, c'est loin des positions actuelles de l'armée ukrainienne. Voilà, c'est un constat voilà, dont il est difficile de se défaire. Mais d'un autre côté, il y a le constat politique, la reconnaissance politique de l'affaire. Ça me paraît délicat. Ça peut paraître délicat aussi de dire, ben voilà, l'armée ukrainienne occupe encore des positions dans les oblasts, en fait, partiellement pris par la Russie, hein, sur Zaporijjia, etc. Il faudrait se retirer quelque part de ces oblasts. Ça paraît difficilement acceptable, parce que ça veut dire reculer sur le terrain, alors que justement, bah, le recul ukrainien, il s'est fait quelque part dans l'honneur, c'est-à-dire en combattant, etc., et non pas d'une manière désarmée. Il y a la question de l'adhésion à l'OTAN, sur lesquelles les Ukrainiens insistent beaucoup, parce qu'évidemment, après le mémorandum de Budapest, on leur a dit, bah, il y a des garanties de sécurité. Oui, mais lesquelles? Voilà, c'est pas très très bien de quoi il s'agit. Au moins avec l'article 5, même si les États-Unis n'étaient plus dans l'OTAN ou s'ils ont une position neutre de l'OTAN, bah forcément, la garantie de sécurité, elle devient beaucoup plus concrète. Donc d'un autre côté, les Russes non plus ne proposent pas nécessairement quelque chose qui puisse aider le borgne stratégique Trump, quelque part, à remporter un succès diplomatique. Donc mais c'est intéressant parce que enfin, comment dire, les États-Unis ont évidemment un énorme levier sur l'Ukraine et un peu sur la Russie aussi de plein de manières différentes, mais on a l'impression de voir deux disons stratèges ou diplomates un peu roués qui vont le laisser s'énerver pendant un certain temps et on va voir si ça va donner quelque chose, mais c'est intéressant de voir quelqu'un essayer d'imposer une paix à deux camps qui n'en veulent manifestement pas, ou en tout cas pas selon les termes qui sont proposés, quoi. Ah, tout à fait. En fait, il y a ce graphique très intéressant dans le traité de stratégie d'Hervé Coutou-Begari, où il revient et dit, bah voilà, il y a une stratégie intégrale, c'est-à-dire la stratégie finalement de l'État, la stratégie de puissance de l'État, il y a la stratégie de sécurité nationale, et puis seulement en dessous, on a des stratégies sectorielles. Il y a la stratégie militaire et il y a stratégie culturelle, stratégie économique. Et finalement, la stratégie diplomatique en tant que telle, ben, elle s'insère au même niveau quelque part. Et donc, si on cherche à se placer dans la tête, que ce soit de Poutine ou de Zelensky d'ailleurs, on peut très bien envisager que finalement, bah oui, on peut éventuellement gagner des choses par la diplomatie. Et d'ailleurs, on a vu que le président Zelensky était très rapidement, très prompt à sauter sur la balle de la négociation, en disant oui, oui, tout à fait, nous on veut, voilà, on montre notre bonne volonté, on montre notre bonne foi. Sous-entendu, c'est l'autre, Poutine, qui n'est pas de bonne foi et qui n'en veut pas. Et d'un autre côté, du côté du président Poutine, on peut se dire aussi que, bah, ok, il ne risque rien à dire on va négocier. Alors il y a des trucs à ne pas lâcher, etc. Il y a des lignes rouges et ainsi de suite, mais qu'il peut éventuellement gagner des choses qu'il ne gagnerait pas par le plan militaire. Et donc finalement, bah, il y a cette articulation, ces deux jambes finalement, sur lesquelles l'un et l'autre jouent. Un coup c'est l'action militaire, un coup c'est l'action diplomatique. Et donc, on se retrouve dans cette situation très paradoxale, effectivement, enfin, qui peut sembler très paradoxale, mais qui est finalement un grand classique, où on se retrouve avec des gens à la fois en train de continuer à combattre et à la fois en train de négocier peut-être quelque chose, etc. En tout cas, de montrer qu'ils veulent négocier, parce que bon, derrière ça, il y a peut-être à la clé des levées de sanctions pour les Russes. Peut-être avec cela, il y a des possibilités de regagner en renseignement ou en aide militaire pour les Ukrainiens. Et donc, évidemment, chacun cherche à prendre les choses. Mais effectivement, on n'échappe pas à la volonté politique des belligérants. La guerre reste un phénomène intrinsèquement politique. Et je crois, en mon fort intérieur, alors je peux me tromper,
Mais je crois qu'en fait, Trump ne comprend pas la politique. Il comprend une vision d'un rapport de force, ça se limite à un rapport de force, mais un rapport de force encore plus borgne quelque part que celui qu'on peut retrouver chez les marxistes-léninistes, qui au moins avaient cette vision dialectique, etc., qui était d'ailleurs très prompt à étudier Clausewitz, et donc toutes les dynamiques sous-jacentes. Mais chez Trump, en fait, on n'a pas cette notion de dynamique. Le politique se pense par écrasement, quelque part, avec tout un attirail de mensonges divers et variés, de mauvaises informations, et ainsi de suite. Mais l'écrasement ne suffit pas, en particulier face à des gens qui, eux, sont très politiques, aussi bien Zelensky que Poutine. Et ce qu'ils seront effectivement tous en train de négocier, mais c'est intéressant, ils sont en train de négocier tous avec Trump et pas entre eux, ne serait-ce que physiquement, symboliquement, et enfin ne serait-ce que physiquement, puisqu'ils sont jamais dans la même pièce, mais aussi symboliquement, et ils cherchent tous à obtenir des choses, mais des choses de Trump et pas vraiment les uns des autres. Merci beaucoup Joseph, on se retrouve donc dans 2 semaines pour un nouveau point sur le front ukrainien, et d'ici là on peut évidemment vous retrouver dans les colonnes de DSI. Merci beaucoup. Merci à vous.